Bien, donc, rebonjour donc pour cette deuxième session de notre matinée, Démocratie en santé. Voilà, jusqu'à maintenant, on a un peu parlé de la contribution dans les parties prenantes, des personnes pour lesquelles tous ces tests sont faits, le plan a été mis en place, c'est-à-dire les malades, leurs familles, et je dirais de façon plus générale, l'ensemble de la société, auquel nous sommes tous partis. Et donc, nous allons parler de démocratie en santé. D'abord, une présentation qui va être faite par David Geneviève, une dizaine de minutes. Je ne propose pas de questions à la fin, parce que tu plantes le décor. Et puis après, on a quatre interventions. Chloé Mayer, Perrine Malzac, Alexandre Oyo, puis Lys Letsalu. Et là, on aura 15 minutes de présentation, 5 minutes de questions. Et à la fin, 15 minutes de discussion générale avec tous les 5 présents ici. Voilà, donc je propose, David, que tu commences. Bon, tout le monde te connaît, mais aussi pour peut-être les personnes qui sont en ligne, mais qui doivent aussi te connaître. Tu es universitaire, professeur de génétique médicale à Montpellier, très spécialisé dans les anomalies du développement, mais aussi la déficience intellectuelle. Et tu es aussi un des instaurateurs, créateur de la Société française de médecine prédictive et préventive. Et puis tu es aussi membre d'un grand nombre de conseils scientifiques, voire président d'un conseil scientifique de différentes associations de patients pour différentes maladies. Donc voilà, tu es déjà très impliqué. Donc je te cède la parole. Merci. Merci beaucoup Dominique, et merci de me laisser la possibilité de pouvoir introduire cette question de démocratie en médecine génomique. Et donc on va rentrer dans quelques définitions. Donc démocratie, ça veut dire démos d'après le grec, qui est le peuple, et puis kratos qui est le pouvoir, donc en gros le pouvoir donné au peuple. Et je vous ai mis aussi la définition proposée par le Oxford, qui n'est pas tout à fait exactement la même, mais on va prendre celle qui est proposée par le Larousse avec l'origine grecque. Donc globalement, l'idée de la démocratie en sanitaire, c'est de donner la possibilité à un très grand nombre d'acteurs, pas uniquement les personnes malades, mais d'autres personnes, finalement les personnes qui sont impliquées dans cette question de sanitaire, donc que ce soit les professionnels de santé, les personnes malades et leurs aidants, mais également la société civile, parce que je pense que c'est très important d'avoir une vision des personnes qui sont un peu éloignées de la question très précise pour donner un avis un peu plus global, et puis les politiques, et on verra dans l'exemple que j'ai choisi que c'est finalement une pierre angulaire de cette question de démocratie sanitaire. Alors, en France, on a eu un certain nombre de lois qui ont permis de pouvoir autoriser d'une certaine façon, ou en tout cas d'introduire la personne malade et son aidant dans la discussion des choix finalement qu'il faut avoir en médecine sanitaire. Donc je vous ai mis ici les différentes lois et on voit que c'est assez étonnant parce qu'en 2009, en tout cas, j'ai pas retrouvé mieux par la suite, qui était comment finalement la personne malade et son aidant est introduit dans la discussion de finalement le soin. Et on voit que c'est action sociale et médico-sociale au début. Donc finalement, on écrit dans la loi que les personnes participent à cette question-là. Et puis dans la dernière loi, globalement, on a une définition un peu plus importante qui est information, formation, écoute et débat autour de cette question de démocratie sanitaire. Alors, maintenant qu'on a parlé de ce que c'était que la démocratie sanitaire, un petit point sur la médecine génomique, même si je pense que quasiment tout le monde est bien performant là-dedans. Donc la médecine génomique, c'est utiliser les données dans l'ADN pour pouvoir permettre une médecine personnalisée, cette fameuse médecine des 5 P, donc qui est diagnostic de précision, qui est finalement prédiction et prévention des symptômes, et puis personnalisation du traitement. Alors je pense que c'est très important de revenir sur ces questions précises, car on confond parfois médecine génomique et diagnostic de précision. Or, la médecine génomique, c'est un ensemble de boîtes d'informations que l'on peut récupérer dans l'ADN à la demande de la personne malade et qu'on va apporter. Par exemple, je peux faire un examen génétique pour le diagnostic. C'est aujourd'hui un peu ce qui est proposé en France. Et on va voir qu'il ne faut pas confondre données incidentes et les autres données que l'on peut avoir, parce que je vais essayer
de juste dire comment l'Agence de biomédecine a défini cette donnée incidente par rapport aux données additionnelles. Mais globalement, on peut avoir une boîte d'informations diagnostique, une boîte d'informations sur est-ce que la personne malade, ou en tout cas qui a des symptômes, peut aussi être porteur d'une autre maladie sans lien avec ses premiers symptômes, qui permettrait d'avoir une autonomie de prise en charge. Une autre boîte qui est des statuts d'hétérozygote pour une autonomie reproductive. Donc là, la personne est porteuse d'un variant, elle n'est pas malade, mais potentiellement, ça peut avoir un impact si son conjoint ou sa compagne ou la gamète qui complétera, et il y a un autre variant hétérozygote, et il y a un risque d'avoir un enfant porteur d'une maladie récessive, mais ça marche aussi pour les variants liés à l'X. On peut avoir une autre boîte encore, qui est une boîte pharmacogénétique, qui va permettre l'autonomie, cette fois-ci, de prise en charge thérapeutique, à la fois d'adapter le traitement, mais aussi d'éviter des effets secondaires sévères. Et aujourd'hui, les recommandations des sociétés savantes de pharmacogénétique, ce serait d'avoir un trousseau de 12 gènes qui permettrait d'améliorer grandement la prise en charge. Et puis après, une autre boîte avec, on va dire, des miscalénus ou d'autres variants qui peuvent être juste des variants d'hétérozygote. Est-ce que je suis porteur hétérozygote du gène de l'hémochromatose, la variation la plus fréquente? Ça n'a pas un impact très important pour moi. Ça peut avoir un impact pour les autres membres de la famille. Ou on pourrait très bien en France avoir une banque de HLA absolument incroyable. Puis finalement, on a 30 000 génomes pour avoir 30 000 HLA. Bon, ça n'a pas été pensé aujourd'hui dans l'évolution du plan. Et puis, on pourrait avoir son groupe sanguin. Donc, bref, des informations utiles pour les personnes. Voilà. Et je pense que c'est important de bien faire la différence entre données additionnelles et données incidentes. Alors, le terme données additionnelles est plutôt un terme qui est utilisé par les anglo-saxons. Chez nous, on va utiliser plutôt le terme de données secondaires. Mais globalement, la donnée additionnelle, c'est une recherche active. On va, en plus du diagnostic, chercher activement dans les différentes boîtes. Et en fonction de ce que les personnes demandent. L'idée étant de respecter l'autonomie de diagnostic, de prise en charge reproductive, de pharmacogénétique, etc., etc. Donc là, on est dans une recherche opportuniste. On fait un examen pour une raison A et on va, de façon opportuniste, chercher d'autres choses. Ça, c'est plutôt la définition de la médecine génomique, on va dire, à l'international. Et puis en France, on a plutôt pris la décision de ne pas faire de recherche active. On poursuit le diagnostic et dans le cadre du diagnostic, on peut tomber sur une autre maladie, c'est la fameuse donnée incidente. Et à la différence de la recherche active boîte par boîte, là, on va avoir un peu un mixte à travers différentes boîtes sans trop respecter l'autonomie de la personne, sauf si, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore le dernier consentement pour ces données incidentes, mais globalement, on va avoir un petit peu moins de choix. Alors, un exemple de cette démocratie sanitaire en prenant la révision des lois de bioéthique de 2021. Alors, globalement, le CCNE, donc, qui est le Comité consultatif national d'éthique en France, a été chargé d'organiser les états généraux de la bioéthique en 2018 pour préparer la loi de 2021. Et pour ça, en fait, il y a eu un travail énorme de la part du CCNE et il a pu questionner des associations de personnes malades. Donc clairement, on est dans cette idée de démocratie sanitaire avec les associations de personnes malades, mais aussi les sociétés savantes, mais aussi des groupes philosophiques, des groupes religieux, pour pouvoir essayer de prendre le pouls d'un certain nombre de pensées de ce que pourrait être la bioéthique. Et après, on fera un focus sur la médecine génomique, puisqu'il y a eu un vrai focus de fait. Et puis, il y a eu les institutions qui ont été aussi questionnées avec le Conseil d'État et l'OPEXT. Alors l'OPEXT, c'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. C'est important parce que c'est l'organe de l'État français qui permet de prendre des décisions sur la santé de demain. L'Agence de biomédecine, il y a eu un débat organisé avec un site web, avec énormément de connexions, énormément d'informations apportées, et puis en région, dans toutes les régions de France, en passant par les relais éthiques régionaux. Donc un travail énorme qui a été proposé. Et si on fait un focus sur médecine génomique, puisque c'est la question de la démocratie sanitaire en médecine génomique, on a des informations sur ce que le CCNE a lu et entendu, a rencontré beaucoup de personnes, des informations sur le site web. Alors globalement, ce n'est pas la médecine génomique qui a
déchaîner les passions dans cette révision des lois de bioéthique. Il y avait beaucoup plus de choses sur la PMA, sur d'autres choses. Mais il y a quand même eu des informations. Et leur conclusion, ça a été que il y a beaucoup de mauvaises conceptualisations de ce que c'est que la médecine génomique de la part des personnes qui ont répondu. Ils avaient des difficultés à bien comprendre ce que c'était au départ. Des besoins, par contre, qui sont remontés de la part des personnes malades, c'est qu'on doit apporter une information très claire pour ces personnes malades. On doit apporter une aide lors de l'annonce des informations génétiques, lors des diagnostics, qu'il faut une équité territoriale, et puis que finalement le dépistage néonatal doit largement être upgradé par rapport à ce qui est proposé jusqu'à présent. Et qu'est-ce qu'a proposé le CCNE sur la base de ce qui a été entendu, de comment ils ont pris le pouls de la société française, puisque vous avez vu finalement, il y a eu énormément de différents courants d'informations qui sont remontés, mais le CCNE a dit qu'il serait utile de proposer sur la base du volontariat un accès justement au dépistage préconceptionnel et un accès à la recherche active dans les gènes dits actionnables. Donc ça, c'était ce qu'a proposé le CCNE. Donc vous la retrouverez dans l'avis 129. Et qu'est-ce qui s'est passé après, une fois que ça a été dans la main des politiques ? Eh bien, l'OPEX a balayé ces questions-là, ne l'a pas mis dans les propositions de loi, très globalement. La seule chose qui a été retenue, c'était les données incidentes. Et puis, lorsque la loi a été votée, alors il y a eu des allers-retours entre le Parlement et puis le Sénat, finalement, ce qui est ressorti du débat de façon très très forte, en particulier pour le DPIA, c'est la question de l'eugénisme. C'est-à-dire que la ministre de Santé à l'époque a dit « carton rouge, ça, là, on est en train de parler d'eugénisme, c'est interdit ». Conclusion, le CCNE a été obligé de redéfinir ce que c'était que l'eugénisme. Et puis, on a cette question de données incidentes, qui est déjà une première étape, bien évidemment, d'aller vers la médecine génomique, mais on n'est pas encore dans la médecine génomique. Et je finirai juste en conclusion sur, finalement, on a besoin de formation, d'information des décideurs de santé, puisqu'on voit que si on fait remonter ce que souhaite le peuple, dans la définition de la démocratie sanitaire, globalement, les décideurs de santé ont besoin d'avoir un niveau de formation extrêmement important pour pouvoir justement décider de façon éclairée. Et je finirai juste pour vous dire comment ça s'est passé, en tout cas à l'Assemblée nationale, donc par rapport aux 500 et quelques députés. Ils ont des sessions de formation le soir, et quand ça a été la session de formation de la médecine génomique, 18 inscrits, 12 présents. Voilà, donc ça s'est décidé comme ça. Voilà, et je vous remercie, j'espère que je n'ai pas débordé le temps et que j'ai introduit un peu les choses. Merci beaucoup, David, d'avoir planté ce décor et en un petit focus sur la problématique des données incidentes, qui est un sujet extrêmement difficile qui va nous occuper encore tout à l'heure. Et donc maintenant, j'appelle, pas de questions, je suis autoritaire, et vous me pardonnerez. Et donc Chloé Mayer, qui vient de Belgique, qui est chercheur à Sciences Sanofi, qui est une sorte d'INSERM belge. Et Chloé est très impliquée justement dans la participation des citoyens à la médecine, de façon en général à la médecine, mais en particulier à la médecine génomique. Et Chloé va nous parler plus particulièrement de la problématique de la réutilisation des données. C'est ça? Exactement. Voilà, donc merci beaucoup. Merci, donc bonjour à toutes et à tous. Merci aussi pour l'invitation et l'organisation de la conférence. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous parler d'un projet européen qui s'appelle CanHeal, donc Cancer Healing, soigner le cancer. Il s'agit d'un consortium européen qui rassemble l'expertise de 17 États membres dans l'objectif d'améliorer la prévention, le diagnostic et le traitement du cancer grâce à la médecine génomique, dans les contextes de clinique, de recherche et de santé publique en Europe. Au sein de ce projet, donc, nous sommes responsables avec nos partenaires du Luxembourg National Data Service d'un groupe de travail qui est intitulé Law, Ethics and Public Engagement. Notre tâche au sein de ce groupe de travail, elle consiste à créer un cadre éthique pour la réutilisation des données génomiques en oncologie sur base des valeurs des patients et des citoyens, tout en intégrant la perspective des parties prenantes internes à CanHeal.
Par créer un cadre éthique, c'est assez flou. J'entends formuler des recommandations éthiques sur la gestion des données génomiques en Europe qui soient à la fois responsables, dignes de confiance et qui tiennent compte des valeurs des patients et des citoyens. Juste pour vous donner une vue d'ensemble rapide du processus de notre groupe de travail au sein de ce projet européen, on est plus de 80 experts. Voici une brève ligne du temps qui retrace les moments importants sur les 2 années du projet. Donc, tout d'abord, le projet il a commencé donc, en novembre 2022 et il se termine en mai 2025. La première activité que nous avons menée, c'est une revue de la littérature des initiatives d'engagement public pour identifier en fait, les valeurs clés des patients et des citoyens sur les questions éthiques en génomique. La deuxième activité est un atelier des parties prenantes internes à Kenhill, auquel nous avons présenté les résultats de la revue de la littérature. Et sur cette base, nous avons créé ensemble un système de valeurs qui intègre également leur perspective d'experts. Et ensuite, maintenant, donc ici en été, nous sommes dans la phase d'analyse des résultats. Et d'ici la fin du projet, donc je vais vous présenter quelques résultats préliminaires. Et d'ici la fin du projet, nous devons produire un rapport pour la Commission européenne qui inclura les recommandations éthiques dont je vous ai parlé. Alors, donc la première activité, donc la revue de la littérature des initiatives d'engagement patients et citoyens. Donc notre objectif à nous, en fait, c'était de créer une vue d'ensemble des valeurs, des besoins et des craintes principaux des citoyens et des patients qu'il fallait absolument considérer en génomique. Donc elle n'est ni systématique ni exhaustive en raison du temps limité du projet, mais nous avons quand même appliqué une liste de critères pour que la revue soit pertinente au sein du projet de Kenhill. Et au total, ce sont 45 initiatives d'engagement patients et citoyens qui sont ressorties, représentant la vie de plus de dizaines de milliers de personnes, donc plus de 50 000. Je me suis arrêtée à 50 000, je n'ai pas continué à compter au-delà. Donc, parmi ces critères de sélection, donc, c'était les initiatives organisées en Europe, dans tous les États membres, bien que nous ayons aussi inclus certaines initiatives non européennes, soit en raison de leur ampleur, soit en raison de leur pertinence, notamment au Canada, en Angleterre, aux États-Unis, en Australie et en Suisse. Ensuite, des méthodes, donc des initiatives qui utilisaient dans l'analyse des données tant des méthodes qualitatives que quantitatives, et représentant la vie de la population générale, donc en médecine génomique, les patients et les citoyens, de tous les âges, de tous les milieux socio-économiques et de tous les niveaux d'éducation. Nous avons aussi volontairement inclus certains groupes qui étaient sous-représentés dans les initiatives d'engagement citoyen en général, comme les patients atteints de maladies rares ou les minorités ethniques. Ensuite, nous sommes limités aux 10 dernières années, 2013-2023, en nous centrant sur les initiatives les plus récentes possibles, au vu de l'évolution très rapide de la génomique. Ensuite, donc, l'atelier des parties prenantes que nous avons organisé en ligne en octobre 2023. Au total, ce sont 43 parties prenantes internes à Kenhill qui ont participé. Nous leur avons donc présenté les résultats préliminaires, les résultats de la revue de la littérature, comme point de départ à une discussion interactive sur le système de valeurs à construire pour la réutilisation des données génomiques en Europe. Alors, lors de cet atelier des parties prenantes, nous avons abordé 3 thématiques majeures en génomique, parce que vous vous doutez qu'il était impossible d'aborder toutes les thématiques, et chaque thématique était abordée par une question éthique spécifique. Alors, pour des raisons de temps, je vais me centrer uniquement sur les résultats préliminaires de la première thématique qui porte sur l'identification des individus derrière les données génomiques. La question éthique spécifique qui est liée à cette thématique, c'est la suivante. C'est comment trouver un juste équilibre entre, d'une part, le respect de la vie privée et, d'autre part, les bénéfices liés à l'identification des sujets des données en médecine génomique. Comme cette question d'équilibre à trouver, elle est assez complexe, on a décidé de la diviser en 2 sous-questions. La première question, c'est que signifie le respect de la vie privée dans le contexte d'une réutilisation massive et systématique des données génomiques en Europe, afin d'atteindre les objectifs fixés par la médecine génomique. Et deuxième question,
dans ce contexte, comment garantir une réutilisation des données génomiques en Europe qui soit à la fois responsable, digne de confiance et qui tienne compte aussi des différentes façons de concevoir la vie privée. Ça, on va le voir. De nouveau, je vais me centrer uniquement sur les résultats préliminaires de cette première question. Alors, voici, je ne sais pas si vous voyez très bien, donc ça, c'est les résultats préliminaires qui sont illustrés visuellement. Donc en fait, il s'agit donc les résultats préliminaires, ils nous ont montré que les patients, les citoyens et les parties prenantes de Ken Hill abordaient et concevaient la vie privée en génomique de façon différente. Il en découle donc des besoins, des valeurs différents ou plutôt complémentaires, car en fait, ils partagent beaucoup plus de convictions, donc de valeurs communes qu'on ne peut le penser. Et là, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est le système de valeurs qui tiennent compte donc des besoins, valeurs et tout, des citoyens, des parties prenantes et des patients. Et alors, on va prendre et montrer en fait en comment toutes leurs perspectives, qui sont parfois complémentaires, parfois conflictuelles et parfois communes, peuvent fonctionner en un système de valeurs sur la médecine génomique. En tout cas, sur la question de l'identification des individus. Alors, donc c'est ici, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez le petit laser. Donc, comme point de départ, donc on situe cette première partie ici, nous avons décidé en fait d'analyser pourquoi les patients, les citoyens et les parties prenantes abordaient la vie privée en génomique de façon différente. Et ce que nous avons observé, c'est qu'en fait, ils abordaient le lien entre l'individu et son génome de façon différente. Donc ici, on voit du côté des patients et des citoyens, ils établissent un lien étroit entre le génome et l'individu, considérant que le génome en dit long sur qui ils sont de façon intime et au passé, au présent et au futur. Donc en séquençant leur génome, les individus peuvent en apprendre davantage sur donc, des diagnostics de maladies qu'ils ont, donc on parle de présent, mais aussi sur les prédispositions génétiques qui risquent un jour de se développer en maladie. Donc dans ce cas-là, on parle de futur, de prévention. Il existe aussi des tests en ligne qui leur permettent de retracer leur origine avec des arbres généalogiques. Donc là, on parle de passé. Et aussi, il existe une panoplie de tests en ligne qui promettent d'en connaître davantage sur votre psychologie grâce à la génétique, etc. Donc les citoyens, face à toutes ces informations, ils établissent aussi un lien extrêmement intime avec leur génome, mais heureusement, ils ne réduisent pas pour autant leur identité à leur génome. Ils comprennent tout à fait que la construction de l'identité, elle est influencée par des facteurs qui n'ont rien à voir avec la génétique, comme l'éducation, etc. Ils comprennent également que le génome, il évolue au cours d'une vie, sous l'influence des facteurs environnementaux. C'est juste que, de façon générale, ils considèrent que le génome est une partie intime d'eux-mêmes, qu'ils sont prêts à partager, en tout cas, certaines informations pour contribuer à la médecine génomique, mais uniquement sur certaines conditions. Par exemple, le fait que leurs valeurs soient prises en compte ou que leur vie privée soit protégée. Du côté des parties prenantes, donc ici, donc les parties prenantes de Ken Hill, elles abordent le lien entre l'individu et le génome sous le prisme de l'identification, qu'ils considèrent donc être un concept neutre en soi, puisque l'identification, elle peut être tant bénéfique que nuisible, on va dire, en fonction de la façon dont les données génomiques sont réutilisées. Par exemple, l'identification permet de personnaliser la médecine, mais si elle est utilisée dans un contexte d'assurance ou d'emploi, elle peut être utilisée pour discriminer les individus. Donc, tant les patients, les citoyens que les parties prenantes de Ken Hill, ils confèrent au génome un certain degré de sensibilité qui varie selon un continuum. Donc voici les deux extrêmes. Donc soit ils considèrent que le génome est une donnée aussi sensible que n'importe quel autre type de données, soit de santé, soit même n'importe quel autre type de données, soit ils considèrent que le génome est la donnée la plus sensible qu'il soit. Dans ce cas, on parle d'exceptionnalisme génétique, donc on attribue un statut exceptionnel au génome dont doit découler une protection exceptionnelle. Et généralement, il y a 3 arguments éthiques majeurs qui sous-tendent cette représentation exceptionnelle du génome. La première, c'est que le génome permet d'identifier les individus de façon unique. Il est parfois comparé à un code barre. Deuxièmement, qu'il existe un grand nombre d'acteurs qui portent un grand intérêt aux données génomiques dans des contextes différents, avec des intérêts différents et pour des finalités différentes.
On peut dire donc que les données génomiques peuvent être utilisées dans beaucoup de contextes et donc il y a un risque d'utilisation abusive. Le troisième argument éthique est de dire que nous partageons une partie de notre génome avec les membres de notre famille et donc la réutilisation de nos données génomiques peuvent également impacter positivement ou négativement les membres de notre famille. Alors, donc, tant les patients, les citoyens que les parties prenantes de Ken Hill, quel que soit l'endroit où ils se situent dans ce continuum, insistent sur l'importance de mettre en place des mesures de prévention et de protection. Donc, parmi les mesures de protection, on peut citer les techniques d'anonymisation et de pseudonymisation. Alors, la préférence pour l'une ou l'autre technique dépend généralement du type d'utilisateur des données, du contexte de réutilisation et de la finalité poursuivie. Par exemple, les cliniciens ont besoin de l'identification du sujet des données afin de prodiguer des soins adaptés et personnalisés, alors que les acteurs de la santé publique travaillent davantage avec des données agrégées pour établir, par exemple, des statistiques nationales. Quant aux techniques de prévention, l'une des plus souvent soutenues ou citées par tous, c'est les législations contre les discriminations et les stigmatisations des individus sur base de leur constitution génétique. Les parties prenantes de Ken Hill, elles insistent particulièrement sur ces mesures de prévention. Pourquoi ? Donc en complément des mesures de protection de la vie privée. Pourquoi ? Parce qu'elles considèrent qu'en fait les données génomiques ne peuvent jamais être considérées totalement dépersonnalisées dans un contexte de réutilisation massive en Europe et en corrélation avec d'autres données personnelles. Et les parties prenantes de Ken Hill, en fait, aussi, en ce sens, elles ont critiqué le RGPD parce qu'ils trouvent que l'approche du RGPD pour, on va dire, essayer de résoudre les problèmes de vie privée n'est pas forcément la bonne, en tout cas plus dans un contexte de réutilisation massive. Pourquoi ? Parce que le RGPD dit qu'en fait, on résout la vie privée en s'attaquant à l'identification, alors que l'identification, elle est nécessaire, par exemple, pour la médecine génomique. Et au final, qu'est-ce qui est problématique ? C'est pas l'identification en elle-même, mais c'est plutôt l'utilisation abusive de données qui permettent d'identifier les individus. Alors, donc, en résumé, donc, on peut dire que les parties prenantes de Ken Hill, les citoyens et les patients, ils accordent un certain pouvoir aux données génomiques, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, donc, comme on l'a dit, parce que les données génomiques permettent d'identifier les individus de façon si unique et intime qu'elles ne peuvent jamais être considérées de totalement anonymes ou dépersonnalisées dans un contexte de réutilisation massive et en corrélation avec d'autres données personnelles. Ensuite, parce qu'elles constituent une mine d'or pour de nombreux acteurs qui ont des intérêts différents, qui veulent les réutiliser dans des contextes différents et pour des finalités qui ne sont pas toujours en accord avec les valeurs des patients et des citoyens. Et donc, oui, alors, ensuite, c'était quoi ? Et donc, comme elle constitue une mine d'or pour beaucoup d'acteurs, et qu'on ne peut pas anticiper ni contrôler toutes les utilisations futures des données génomiques, ça crée un sentiment de vulnérabilité au sein de la population. Parce qu'ils disent, en fait, en partageant des données aussi sensibles, je veux contribuer à la médecine génomique. Le problème, c'est que je m'expose moi-même et mes proches, en fait, à la violation de leur vie privée, à des discriminations, etc. Donc, il y a l'équilibre à trouver entre les risques et les bénéfices est extrêmement compliqué. Au vu des risques qu'ils prennent, les patients et les citoyens attendent au moins que les données génomiques soient utilisées pour des finalités qu'ils soutiennent en termes de valeur. Donc, par exemple, donc la médecine génomique, la prévention et la personnalisation des diagnostics, des traitements, et que ce soit fait dans les recherches de cliniques, de santé publique et de recherche, donc pas par exemple dans le cas des assurances ou de l'emploi. Donc on voit qu'il y a en fait beaucoup de conceptions différentes, mais que finalement il y a quand même beaucoup de valeurs communes. Et nous... Voilà. Donc, en conclusion, pour créer un cadre éthique et démocratique en médecine, pour la réutilisation des données génomiques en Europe, qui soit digne de confiance, qui soit responsable, il est nécessaire non seulement de tenir compte des valeurs des personnes qui partagent leurs données, donc les patients et les citoyens, mais aussi de voir dans quelle mesure leurs valeurs sont partagées ou au contraire entrent en conflit avec les valeurs des autres parties prenantes, donc les cliniciens, les chercheurs, n'importe quel type d'utilisateur des données, le gouvernement, etc.
Et donc nous, donc un des éléments constitutifs de la confiance, puisqu'on parle d'un cadre éthique digne de confiance, c'est en fait le partage des mêmes valeurs. Donc pourquoi, par exemple, nous faisons confiance à un organisme sans contrôler toutes ses actions, etc. Pourquoi ? Parce que nous savons que nous partageons les mêmes valeurs et donc ils vont tenir compte de nos valeurs dans les actions qui sont menées. Il en est de même pour la médecine génomique. Les citoyens et les patients sont prêts à y contribuer à condition qu'ils se sentent écoutés et respectés comme partie prenante centrale et donc par exemple à travers un dialogue transparent et honnête sur les éventuels conflits de valeurs ou au contraire sur les valeurs communes. Et donc dans notre rapport à la Commission européenne, nous allons dans les recommandations éthiques, essayer de voir en fait comment les valeurs communes identifiées peuvent mener en des actions concrètes à implémenter et aussi comment en fait tenir compte des conflits de valeurs et comment les gérer. On ne prétend pas du tout apporter des solutions à tout, on va plutôt essayer de proposer des pistes de réflexion et pour les actions à implémenter, soit on parviendra à le faire aussi avec les autres acteurs de terrain de Ken Hill qui sont beaucoup plus experts dans leur domaine, soit peut-être que pour des raisons de timing, ce sera pour les futures recherches plutôt à essayer, ou peut-être un Ken Hill 2, ne sait-on jamais. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Chloé, de cette très, très belle présentation qui replace, je dirais, toute la réflexion en définissant d'abord sur un socle qui est celui des valeurs. C'est des mots extrêmement importants et avec derrière, en perspective, la construction de, je dirais, de biens communs, de biens pour nous tous. Est-ce que des questions ou des commentaires ? Merci beaucoup Chloé, c'était vraiment hyper intéressant. Une question plutôt de curiosité. Dans la slide précédente, celle sur tout l'ensemble des valeurs, voilà, celle-là, je me demandais si à l'occasion des discussions que vous avez pu avoir ou de ce que vous avez regardé en termes de littérature, est-ce qu'il y avait quelque chose autour des tests génétiques en accès libre ? Parce que ça, pour moi, ça a aussi un lien avec la question de la maîtrise de la vie privée. Et quant à savoir si les personnes aussi se situent, parce que là, vous avez l'étude, elle porte uniquement quand les données sont recueillies dans le cadre du système de santé et donc peuvent être retraitées par des tiers. En revanche, si, je mets entre guillemets, mes données génétiques, je décide d'aller les chercher dans une structure privée, c'est aussi de l'ordre de ma vie privée. Et voilà, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est apparu dans cette étude ? Merci. Oui, donc la question des tests en ligne, des direct to consumers, enfin des tests accessibles en ligne aux consommateurs, elle revient dans beaucoup d'études, que ce soit que l'étude soit vraiment sur ce sujet précisément ou abordée comme d'autres thématiques. Alors généralement, les thèmes qui reviennent liés à ce sujet, c'est donc la crainte en fait de discrimination, donc de réutilisation a posteriori des données, par exemple aux États-Unis ou l'endroit où les données sont stockées. Donc au niveau par exemple des assureurs, etc. Bon, sachant que par exemple en Belgique, il y a les législations qui protègent, mais donc, même si on envoie les données aux États-Unis, après ce ne sera pas forcément utilisé par les employeurs belges. Donc toutes les questions de stigmatisation, etc. Et alors aussi surtout la grande thématique, c'est par rapport au fait qu'il n'y a pas forcément de conseiller en génétique qui aide à l'analyse des résultats. Et donc, c'est toujours après délicat d'aller chez son médecin en disant « j'ai besoin d'un conseil » parce qu'en fait, j'ai fait ce test en ligne et je me retrouve démunie face aux résultats. Voilà, même en termes de légitimité ou quoi que ce soit, des analyses, je ne sais pas comment les interpréter. Et c'est délicat après d'aller chez un conseiller en génétique. Et donc, il y a cette crainte aussi de dire qu'est-ce que je vais recevoir aussi, qu'est-ce que je vais apprendre et comment je vais gérer psychologiquement ces résultats. Après, je peux réfléchir et je verrai s'il y a encore d'autres, mais je dois faire un screening de tous les... Mais ça, c'est ce qui me vient à l'esprit en premier lieu. Est-ce qu'il dans le projet Ken Hill, c'est une fédération, je dirais, de structures académiques ? Oui. C'est une réflexion sur la génomique, mais qui part de structures académiques. Donc, en fait, dans les parties prenantes, c'était surtout des académiques qui sont intervenus sur les aspects, je dirais, universitaires. Oui, c'est beaucoup universitaire, recherche, etc. Mais voilà, on est plus de 80, donc il y a un peu de tout. C'est vrai que je pense qu'on n'est pas beaucoup d'instituts de santé publique, c'est très branché académique, etc. Mais en fait, initialement, Ken Hill avait... Enfin, votre question ?
Non, en fait, la question, en parlant d'académique universitaire, c'était qu'on était là dans une préoccupation d'une organisation de la génomique issue du public. En gros, est-ce que, je repose ma question autrement, est-ce que dans Can Hill, il y a des laboratoires privés qui y participent, enfin qui font du DTC, qui peuvent être de qualité, dans certains cas de qualité, mais ou est-ce que, en fait, non, ce ne sont que des structures publiques? Alors, du coup, je ne vais pas répondre par oui ou par non parce que je dois vérifier l'information, mais ce sont très majoritairement des instituts de recherche et dans le milieu académique. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, donc il y a beaucoup de laboratoires, mais beaucoup plus scientifiques et académiques. Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que lors de la dernière Assemblée générale à Paris, il y a un externe qui est venu dans les firmes pharmaceutiques pour présenter, mais c'était exceptionnel. Et c'est arrivé une fois, c'est surtout pour montrer toutes les promesses en termes de pharmacogénétique. Donc voilà. Donc, je vérifie l'information. Une question? Oui. Merci beaucoup. Très brièvement, est-ce que dans les recommandations à la Commission européenne que vous allez faire, vous allez proposer est-ce qu'il y ait des consultations citoyennes sur le sujet? Donc vraiment sur la façon dont les citoyens sont engagés, par exemple? Oui. Alors, donc ça a déjà été fait dans l'initiative TEDAS, donc Towards the European Health Data Space, qui est une initiative que Cienseno a menée durant 2 ans, je pense, 2021-2023, donc c'était Cienseno qui avait le lead. C'était une consultation européenne en ligne sur, qu'est-ce que les citoyens pensent de l'utilisation secondaire des données de santé en Europe, et de 2, comment veulent-ils être engagés dans cette utilisation secondaire de leurs données. Donc là, il y a déjà tout un rapport qui a été écrit, et nous allons évidemment prendre en compte ce rapport dans nos recommandations, mais l'objet, et en fait je fais un doctorat sur l'engagement citoyen en génomique. Donc je vais dans le cadre de mon doctorat, donc dans les recommandations destinées à la Commission européenne, nous n'allons pas nous centrer sur la façon dont il faut engager les citoyens, parce que le Can Hill est un projet beaucoup plus technique et centré sur le terrain et les technologies, etc. Ces genres de questions sont beaucoup plus larges, mais par contre, mon doctorat qui porte entièrement sur l'engagement citoyen, mon dernier chapitre, je vais le créer sur base de Can Hill, donc des résultats, et il porte sur comment l'engagement citoyen devrait-il influencer la gouvernance des données génomiques grâce à l'engagement citoyen. Et je vais me baser sur Can Hill, ce que j'aurais appris du projet. Et donc ce ne sera pas directement dans le rapport. Mais par contre, il y a le rapport de TEDAS qui a été adressé à la Commission européenne. Tout le rapport était destiné à ça. Voilà. Une toute petite question qui rebondit sur ce que tu as dit. Je voulais savoir si dans les parties qui ont conçu votre projet ou qui l'ont mené, il y avait des associations de patients ou de représentants de la société. Donc dans les autres groupes de travail de Can Hill, alors oui, il y avait... comment il s'appelle encore? Du coup, ils viennent de se dissoudre parce qu'il y a eu un problème en justice. Mais donc... Voilà, mais il faisait. Alors, donc, je ne vais pas citer de nom, mais donc, de toute façon, je ne sais même plus. Enfin, je ne vais pas citer de nom. Du coup, il faisait partie, comme partie prenante, pas dans notre work package, mais il faisait partie prenante intégrale de Can Hill pour représenter. Et nous avons inclus une de leurs grosses études menées dans tous les États membres dans notre revue de la littérature. Mais du coup, voilà. Donc là, à cause de problèmes judiciaires, ils se sont dissous, donc ils ne font plus partie de la suite du projet de Can Hill. Et donc voilà. Le principe était là. Et aussi, je précise qu'il y a un autre work package, le 13, qui est consacré spécifiquement à l'éducation et à la communication entre les parties prenantes et les citoyens et patients. Et donc, c'est une autre approche que nous. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai peut-être une petite remarque et puis une question. Sur la remarque, c'est un peu dans la lignée de toutes les autres parties prenantes sur le système, disons, de la médecine génomique. En fait, nous, en philosophie des sciences, il y a cette idée que les sciences ne sont pas si neutres que ça et qu'elles sont value-laden elles-mêmes. Et donc,
en fait, au-delà même des différents éclairages et des différentes postures des différents acteurs, dans la génomique elle-même, il y a des valeurs qui sont impliquées et qui peuvent entrer en conflit avec les attentes des citoyens. Donc on a mentionné éventuellement des firmes ou d'autres approches que celles simplement des académiques et des patients ou des associations de patients. Et donc finalement, cette question du conflit, elle pose aussi la question de l'ancrage, parce que vous êtes à une échelle européenne, mais on sait qu'à une échelle internationale, les valeurs, elles vont être différentes, avec une génomique qui, quand même, existe à cette échelle-là internationale. Donc c'est peut-être juste une remarque sur cet ancrage européen et ce qui va contribuer à orienter les choix qui sont faits autour de la médecine génomique ou pas. Et ma question, en fait, plus précise, c'est sur la question de la vulnérabilité, parce que donc, vous l'avez exprimé à travers un sentiment de vulnérabilité, mais ce qui est proposé par les éthiques du care qui mettent la vulnérabilité comme valeur fondamentale, c'est de dire que le cadre éthique doit complètement changer, c'est-à-dire qu'on doit sortir du cadre du risque pour penser le cadre de la vulnérabilité, envisager toutes les vulnérabilités, et on est bien au-delà du sentiment de vulnérabilité. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire une transformation assez profonde, je crois, de la manière dont la médecine génomique se développe. Mais du coup, pour répondre à ça, parce que c'est vraiment, vous me tendez la main. En fait, dans le premier chapitre de mon doctorat, donc c'était basé sur un projet national qui s'appelait le débat ADN, qu'on a mené donc en ligne. C'était sur l'utilisation des données génomiques au niveau national, donc en Belgique. Et on a eu plus de 1000, donc c'est qualitatif, et on a eu beaucoup d'engouement, on a eu plus de 1300 contributions, mais des grosses contributions. Et en fait, donc on a fait l'analyse inductive thématique, donc c'est-à-dire on n'avait pas de cadre conceptuel précis, et à force d'analyser, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait énormément de vulnérabilités, des nouveaux types de vulnérabilités qui étaient exprimés par les citoyens, qui n'avaient jamais été exprimés avant, ni étudiés dans la littérature. Et donc, en fait, il y a un article qui a été publié là-dessus, et donc on parle donc que la génomique introduit de nouveaux types de vulnérabilités, donc en philosophie donc ontologique et situationnelle, je ne vais pas rentrer dans les détails, et qu'en fait, la première conclusion de mon doctorat, c'était que en engageant les citoyens et en étant ouverts d'esprit à ce qu'ils peuvent apporter aux questions éthiques en génomique, en fait, on se rend compte que la façon dont ils pensent la vulnérabilité en génomique demande de repenser complètement le paradigme de la médecine génomique. C'est-à-dire qu'on ne peut plus penser que la médecine génomique est bonne en elle-même depuis le départ et que ça, on va dire que ça... pas que ça cadre, ça structure tout le discours après. C'est que si on prend comme point de départ la vulnérabilité citoyen, ça change complètement la façon de penser la génomique, les risques, la façon de penser le système de santé, etc. Donc voilà, oui, clairement. Une petite question. Parmi les patients, est-ce qu'on peut mesurer ou avoir une idée de l'importance accordée aux aspects positifs du partage, etc., par rapport aux patients individuels et par rapport à la santé publique, la santé de la population? Est-ce qu'on peut voir les positionnements? Alors, la raison pour laquelle je pose cette question, c'est que dans des focus group qu'on avait fait il y a déjà longtemps, on avait eu, en particulier à propos de savoir, pas savoir, parents par rapport aux enfants, une personne, un père en fait, qui avait dit « En tant que parent, je voudrais telle et telle chose. En tant que citoyen, je pense qu'il ne faudrait pas me donner la possibilité. » Donc, voilà. Oui, alors c'est pour ça que généralement aussi les patients et les citoyens sont en fait deux parties prenantes différentes avec des intérêts différents. Et donc oui, alors en termes d'équilibrage, de plus collectif ou plus individuel, c'est très dur à mesurer, mais donc ils envisagent les deux et surtout on voit que par exemple dans les donc il y a différents types de méthodes d'engagement citoyen. Une, c'est donc les processus délibératifs, et on voit que quand c'est des processus délibératifs longs, donc par exemple un forum citoyen sur plusieurs week-ends, les personnes ont tendance à élargir, donc elles partent souvent de leur intérêt, elles pensent plus d'un point de vue individuel, et elles ont tendance à élargir de plus en plus au fur et à mesure de la délibération sur des aspects collectifs. Mais ça, je pense, c'est plus une question de nature humaine, où généralement on pense de sa perspective et puis on l'élargit. Mais le bien commun est par exemple une des valeurs qui revient le plus, de façon, de manière, je ne parle pas de statistiques ou quoi, de façon générale, le bien commun dans la réutilisation des données génomiques donc comme bénéfice est quelque chose qui revient
plus souvent que, par exemple, le bénéfice individuel que j'en tirerais. Parce que si c'est très difficile de promettre un bénéfice individuel. Donc, voilà. C'est difficile d'y répondre, mais... Bien, merci beaucoup. Finalement, il y a une certaine sagesse des personnes qui vous répondent. Donc maintenant, nous avons Perrine Malzac qui va être en ligne. Perrine Malzac est praticien hospitalier en génétique médicale à la PHM et elle est également directrice adjointe de l'espace de réflexion éthique PACA Corse. Et donc Perrine va faire part d'une étude qu'elle a menée avec l'ensemble des parties prenantes et en particulier les familles sur l'information, je dirais, des apparentés. Voilà, Perrine, c'est à toi. Merci de me donner l'opportunité de présenter ce travail et vraiment, je vous prie de m'excuser de ne pas être parmi vous. J'aurais vraiment aimé beaucoup les échanges aussi en direct, mais je suis retenue à Marseille. Donc effectivement, là, je vais faire part d'une petite étude qui a été faite par notre laboratoire d'éthique à Marseille et financée par l'Agence de la biomédecine, dont l'objectif est de s'intéresser à l'information génétique de la parentèle en croisant les regards de différentes parties prenantes donc, de cette information, à savoir les patients, qui sont amenés à faire cette information, les professionnels qui leur demandent de la faire et aussi des chercheurs qui se sont intéressés à ces questions afin de mieux décrire et améliorer l'information génétique donc dans les maladies génétiques, l'information de la parentèle dans les maladies génétiques. Alors la suivante, s'il vous plaît. Donc juste rapidement, le contexte, c'est qu'effectivement, concernant les maladies génétiques, la recherche, quels que soient les moyens qu'on utilise, d'un diagnostic à la recherche donc, de mutations dans le génome, va aboutir à des informations utiles pour la personne elle-même, mais aussi qui vont avoir des conséquences pour ses apparentés. Et à partir du moment où on repère un diagnostic génétique, la personne qui en est porteuse on va l'inciter à informer les membres de sa famille, ce qui représente quelque chose d'assez complexe à faire, qui repose théoriquement en France à la fois ou sur le patient ou éventuellement sur le professionnel, mais dans les faits essentiellement sur le patient, la voie professionnelle qui est légale et assez peu utilisée et qui peut se révéler soit peu informative, l'information ne circule pas bien dans la famille, voire elle peut être à l'origine de détérioration des relations familiales. Et donc, on voulait s'intéresser à ce qui se passe du point de vue de personnes qui ont été amenées à réaliser eux-mêmes une information de leurs apparentés. Donc, la diapositive suivante. Alors, l'objectif, c'était donc d'essayer de comprendre les mécanismes en jeu lors d'une information de la parentèle, en identifiant des facteurs, certains pouvant être actionnables et d'autres éventuellement non, associés à des informations de la parentèle qui seraient soit peu informatives, ce qui aurait mal circulé dans la famille, qui n'aurait pas été suivi des faits, soit responsable de dégradation dans les relations familiales. Et l'objectif pour nous, c'était aussi, à l'issue de cette compréhension des mécanismes, de pouvoir repérer des actions à mettre en œuvre pour améliorer concrètement la réalisation de l'information de la parentèle, donc sous la forme d'une recherche-action. Nous avons souhaité organiser donc, le recueil d'expériences des personnes ayant elles-mêmes informé leurs apparentés d'un risque génétique sous la forme d'un questionnaire en ligne, avec comme unité d'étude l'information elle-même, c'est-à-dire qu'au cours du questionnaire, les répondants pouvaient donner plusieurs expériences d'information qu'ils avaient fait dans leur propre famille, et chacune apparaît comme un élément qu'on va étudier pour savoir, donc, parce que parfois ça peut bien se passer avec certains membres de la famille et moins bien avec d'autres. On a aussi d'emblée décidé de favoriser la diversité des pathologies. Donc, c'est vrai qu'il y a dans les données de la littérature des études qui concernent, par exemple, certaines pathologies comme le cancer ou comme les
cardiopathie. Nous, on voulait se dire qu'il y avait peut-être des éléments communs dans cet acte même de devoir informer sa famille, indépendante des pathologies elles-mêmes. Et donc, on s'est intéressé grâce aux associations à plusieurs maladies et aussi donc d'impliquer d'emblée de multiples partenaires, à la fois des patients via les associations de patients, des professionnels de santé impliqués dans ces approches en génétique et des professionnels des sciences humaines et sociales et du droit. Le questionnaire a été co-construit donc avec l'ensemble des parties prenantes, donc dans le cadre de cette recherche à la fois donc multidisciplinaire, avec un comité de pilotage multidisciplinaire et 3 collèges formés d'une dizaine de membres chacun, un collège de patients qui étaient des représentants de 10 associations différentes, un collège de professionnels, donc une dizaine de professionnels de la génétique essentiellement, et aussi un autre collège de représentants des sciences humaines et sociales et du droit, aussi une dizaine de personnes. Donc, il s'agissait de s'intéresser à l'ensemble des patients touchés par des maladies génétiques rares, hors donc cancer, maladie héréditaire hors cancer, sous la forme d'une recherche-action, donc dans le but de développer des nouveaux outils, et avec une méthodologie sous forme de questionnaire, donc quantitative, mais avec une méthode d'analyse, l'analyse de correspondance multiple, qui permettait quand même d'avoir des données de sous-groupes et d'identification de sous-groupes, et je vais vous les décrire par la suite. Donc, les différentes étapes, la première étape de cette recherche, c'était la co-construction du questionnaire qui a pris un certain temps, puisqu'on s'est appuyé sur l'ensemble donc des représentants, donc des collèges. Il y a eu un premier workshop, enfin 3 workshops indépendants, donc un premier temps de workshop séparé, chaque collège se réunissant pour essayer de réfléchir à ce qu'il était bon d'explorer dans ce questionnaire, de leur point de vue, pour mieux comprendre ce qui se passe lors de l'information, lorsqu'une personne informe les membres de sa famille. Donc, le collège des patients, le collège des professionnels et le collège des sciences humaines et sociales se sont réunis séparément et ont rendu leurs remarques qui ont été résumées et retraduit dans un document synoptique qui mettait donc en face à face ce qui était semblable entre les 3 collèges et puis les différences. Il y avait effectivement des questions qui avaient été largement débattues dans un collège et pas du tout dans l'autre, et vice-versa, et puis des questions qui étaient transversales aux 3 collèges. Ensuite, il y a eu un nouveau workshop avec un premier temps où les collèges étaient séparés pour lire ce document synoptique et réagir à ce qu'ils découvraient de ce que les autres avaient pu élaborer. Et puis un temps commun pour essayer de retenir ensemble les points qui devaient être repris dans le questionnaire, les questions qui devaient être reprises dans le questionnaire et les grands groupes de questions, comment on pouvait les regrouper. De ce temps-là de workshop a été construit par le comité de pilotage un questionnaire et qui a permis, qui a été évalué, qu'on a demandé d'évaluer à nouveau aux 3 collèges, donc à cette trentaine de membres des 3 collèges, chacun individuellement, ont évalué le questionnaire et ont fait 712 suggestions. Et ensuite, le questionnaire a été testé en ligne par les membres, donc qui eux-mêmes l'ont passé. 57 de la soixantaine, 26 de la soixantaine de membres de ces collèges ont fait 57 commentaires. Donc au total, cette co-construction, on peut dire qu'elle a vraiment mobilisé toutes les expertises, toutes les expériences, et on a pu évaluer à peu près la participation donc, de ces différents membres de ces collèges à peu près 300 heures de travail combiné pour construire un questionnaire qui a pu être finalement mis en ligne. Donc la diapositive suivante, ce questionnaire il a été diffusé en 2002 sur 6 mois.
Je ne vais pas pouvoir vous donner l'ensemble des résultats, évidemment, dans les quelques minutes dont je dispose, mais peut-être celles qui sont les plus intéressantes sur le travail, qui ensuite a repris à l'issue, donc le questionnaire a été diffusé pendant 6 mois. Ensuite, les données ont été analysées par les chercheurs et ont été retranscrites et l'analyse statistique a été réalisée. Et ces résultats-là, donc mis en forme d'une certaine façon, ont été à nouveau présentés aux différentes membres des collèges, donc les professionnels de la génétique, les patients et les professionnels des sciences humaines et sociales. Et ce qu'il apparaissait à l'issue de l'analyse, qui donnait une vision globale de comment ça se passe, ce qui était le plus intéressant, c'est l'analyse statistique par analyse de correspondance multiple, suivie donc d'une classification hiérarchique, qui a permis d'identifier 3 sous-groupes, donc sur la base en fait de variables qu'on avait caractérisées comme actives, celles qui décrivait le mieux la façon dont l'information se passait. On a pu identifier donc 3 sous-groupes qui se ressemblaient entre eux, d'informations qui se ressemblaient entre elles et qui étaient distinctes des autres. Et donc, en termes de contenu de l'information transmise, en termes de survenue des faits sur les individuels ou relationnels, notamment des faits délétères, et en termes aussi d'engagement des personnes qui ont informé à réaliser cette mission. Donc, le premier groupe, qui représente à peu près la moitié, un peu moins de la moitié, enfin vraiment on n'est pas loin de la moitié des informations recueillies, enfin des descriptions d'informations recueillies. On a fait travailler donc là aussi l'ensemble des participants pour essayer de définir quel était le profil de ce type d'information et donc d'informateurs, et qui ont été appelées opérantes, les informations opérantes, parce que c'est celles où globalement ça se passait assez bien, enfin même bien. Les informateurs, les personnes qui avaient fait l'information apparaissaient comme motivés, se disaient légitimes pour faire cette information, se sentaient légitimes. Ils le faisaient dans une visée altruiste pour les membres de leur famille, avec sérénité, détermination. Ils avaient le ressenti que les personnes qu'ils avaient informées dans leur famille semblaient intéressées par l'information qu'on leur avait fournie, l'avaient relativement bien compris et même ils étaient au courant de la mise en place d'actions, à savoir aller voir un généticien ou faire des tests génétiques. Ils décrivaient aussi qu'à l'issue de cette démarche, les liens familiaux avaient été parfois, pas toujours, mais parfois resserrés, ou ça n'avait pas changé, ou ça avait été resserré. Et c'était des personnes qui transmettaient beaucoup d'informations par rapport à ce qui est préconisé. Ce qui est préconisé, c'est de dire il y a une maladie génétique dans notre famille et il serait nécessaire que vous alliez voir un généticien, sans forcément plus de précision médicale ou technique. Eux donnaient des informations beaucoup plus précises sur la maladie, comment elle se développe. Enfin, ils étaient assez capables et prêts à informer largement leurs proches et à délivrer de l'information les concernant. Et aussi, ce qu'on a été étonné d'apprendre, c'est qu'ils le faisaient de façon le plus souvent collective. Globalement, 7 fois sur 10, l'information est collective sur l'ensemble du groupe. Mais eux, encore plus souvent, ils informaient les membres de leur famille par groupe de 4, 5, 6 personnes en même temps, et très rapidement après l'annonce qu'ils avaient eue, dans les quelques mois qui suivaient l'annonce. La diapositive suivante, donc ça c'est le groupe, on pourrait dire, de référence où ça se passe le mieux. Il y a 2 autres groupes, donc l'autre moitié se divise en 2 groupes à peu près équivalents, où ça se passe visiblement moins bien pour des raisons différentes. Un deuxième groupe, en fait, qu'on a nommé ensemble, et en discutant sur les caractéristiques qu'il avait, les informations contraintes, c'est des personnes qui se disent aussi, enfin qui se disent motivées pour faire cette information de leurs proches, mais avec un sentiment d'une certaine
faible légitimité à le faire. Ils ne se sentent pas très sûrs d'eux pour le faire. Ils ont aussi, dans ce groupe-là, plus que les autres, la crainte de nuire, d'apporter des troubles au sein de leur famille. Ils ont besoin aussi de plus de temps que les autres pour s'adresser aux membres de leur famille. Et quand ils ont fait cette information et qu'ils la rapportent, ils rapportent souvent, ils ont eu le sentiment d'être un oiseau de mauvais augure, et qu'ils ont pu avoir en face d'eux des gens qui montraient peu de réactions ou des réactions de colère à ce qu'ils leur avaient dit, avec des liens familiaux dans ce groupe-là qui sont plus souvent des liens distendus, et aussi des situations où l'information a été faite de façon plus individuelle que collective par rapport au reste du groupe, enfin de l'ensemble du groupe. Et aussi, c'est un groupe dans lequel ils transmettent assez peu d'informations puisqu'ils ne se sentent pas très légitimes, peut-être qu'ils n'ont pas très bien compris, ou en tout cas, ils ne se sentent pas légitimes à retransmettre. Donc pour eux, on va dire qu'il y a un effet délétère pour eux parce qu'ils ont été parfois rabroués par les membres de leur famille, et aussi moindre efficacité de l'information. Et le dernier groupe, la diapositive suivante, c'est un groupe qui a été dénommé collectivement distancié, à distance, parce qu'ils apparaissaient peu motivés pour faire cette information, bien qu'il l'ait fait, puisqu'ils rapportent cette expérience, qui ne se sentaient ni particulièrement fiers, ni particulièrement sereins ou pas sereins de le faire. Voilà, assez peu d'émotions, assez peu investis dans cette mission-là, la faisant un peu de façon automatique, et même quand finalement on les interrogeait sur les conséquences familiales, individuelles, ils ne savaient pas trop quoi répondre. Et souvent, plus que les autres, ils disaient ça n'a rien changé, ou on ne sait pas, ou voilà, il y avait une case à chaque fois, ne sait pas. Ils répondaient souvent ça, comme si ils ne se souvenaient plus, ou en tout cas que ça n'avait pas laissé trop de traces pour eux. Et avec très très peu là aussi d'informations transmises, vraiment entre guillemets le minimum exigible vis-à-vis de leur famille. Donc un groupe qui a d'ailleurs un petit peu étonné les représentants d'associations, parce que je pense que c'est pas spécifiquement des gens qui vont être dans des associations, qui avaient l'air beaucoup plus à distance de ce qu'ils faisaient. Donc la diapositive suivante. Donc, on voit que finalement, la participation des associations de patients et aussi des différents professionnels généticiens et sciences humaines et sociales a eu lieu en amont de la réalisation du questionnaire et à l'issue des résultats pour les analyser et pour essayer d'identifier ces groupes et les leçons à tirer de cette étude. Il apparaît d'autre part à l'issue de cette étude que le plus souvent, l'annonce comme la présentation du fait qu'il faille informer la parentèle est assez peu fait par des généticiens et plus souvent par des non-généticiens qui prescrivent les tests, qu'il y a peu de guidance, peu d'aide qui est apportée aux personnes pour informer les membres de leur famille, peu d'indications leur sont données, peu de ressources aussi, de ce qu'ils déclarent dans la déclaration qu'ils font. On leur remet peu de documents. Moins d'une fois sur 2, et les indications sur les personnes à informer, c'est moins d'une fois sur 8. Ils disent qu'on leur a dit précisément qu'il fallait informer dans leur famille. Donc, ils sont un petit peu livrés à eux-mêmes, que ça se passe bien ou moins bien d'ailleurs. Et il apparaît que ce n'est pas tellement le type de professionnel qui fait l'annonce ou qui leur dit d'informer les membres de leur famille qui compte, que ce soit des généticiens ou des non-généticiens, c'est plus les conditions dans lesquelles cette annonce a été faite, c'est-à-dire la durée, la perception d'une empathie au cours de l'annonce, qui est très fortement corrélée à l'issue de la façon dont l'information a pu être faite par les personnes elles-mêmes. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui nous a étonnés. Alors ensuite, un autre enseignement, cet aspect très collectif de l'information de la parentèle, plus qu'individuel finalement dans les faits, dans les pratiques, dans ce qui nous a été décrit. 7 fois sur 10, dans tout le groupe, dans l'ensemble des répondants, 7 fois sur 10 c'était collectif, et encore plus quand ça se passe bien que quand ça se passe moins bien. Avec une mission vécue
pas tellement du côté médical, génétique et scientifique des choses, mais vraiment comme une mission familiale, altruiste, d'entraide, et qui, parfois, alors que ce mouvement premier est altruiste, peut avoir des retours qui ne sont pas toujours gratifiants et qui sont donc du coup assez délétères quand en face d'eux, ils trouvent des personnes qui ne veulent pas les écouter ou qui sont en colère. Et puis, on a aussi constaté, à l'issue de ce questionnaire, une grande disparité des contenus transmis, que ce soit du patient à sa famille ou même du professionnel au patient. Quels documents leur ont été remis, quels documents ils ont pu remettre aux membres de leur famille. C'est vraiment très disparate. Il n'y a pas du tout d'homogénéité. Et une méconnaissance très grande de la voie professionnelle, voire une quasi-absence de cette connaissance et de cette utilisation. Donc, tous ceux qui ont répondu avaient fait eux-mêmes, mais ne connaissaient pas, auraient peut-être aimé être secondés, et beaucoup disaient ne pas connaître le fait, la possibilité de recourir à un professionnel. La diapositive suivante, j'arrive presque à la fin. Alors, parmi les variables qu'on a étudiées dans les 3 sous-groupes, il y avait des corrélations entre le fait que ça se passe plus ou moins bien. Il n'y a pas de corrélation statistiquement significative sur le niveau d'études, ni sur le type de professionnel qui a fait l'annonce, ni sur les principales caractéristiques des maladies, puisqu'il y avait beaucoup de maladies, mais on les a regroupées avec des caractéristiques en termes de mode de transmission, de prévalence, de létalité ou pas, de possibilité de traitement ou pas, de perte d'autonomie ou pas, de déficience intellectuelle ou pas. Il n'y a pas vraiment de corrélation sur la maladie elle-même, ni sur le type de professionnel. En revanche, là où on voit vraiment des facteurs qui jouent, c'est d'une part le niveau de communication intrafamiliale préalable, c'est-à-dire le niveau d'entente au sein de la famille. Plus les gens déclarent s'entendre bien au sein de la famille, avoir beaucoup de liens, se voir souvent, et plus ça se passe bien, et plus évidemment c'est des familles distendues, plus ça se passe mal. Et ça, c'est un facteur qui n'est pas actionnable. On doit faire avec les gens comme ils sont. Mais par contre, on peut repérer, je pense, dans les consultations, et peut-être à ces personnes-là, leur proposer de façon un peu plus systématique la voie professionnelle ou une aide beaucoup plus active. Et puis, on a repéré donc dans les facteurs actionnables les modalités de l'annonce, c'est-à-dire la perception de la durée de l'annonce et la perception de l'empathie du professionnel qui a fait l'annonce est très corrélée au fait que ça se passe plus ou moins bien. Et aussi le temps de présentation, le temps que le professionnel a pu prendre pour présenter l'obligation d'information de la parentèle et la manière de le faire. Et ça, c'est des facteurs effectivement sur lesquels des mesures peuvent être prises. Et donc, l'étape suivante, qui sera à venir, la diapositive suivante, je la passe très vite, c'est vraiment de faire des propositions. Ça, on l'a fait au cours d'un dernier workshop où, à l'issue donc de l'analyse des résultats, on a demandé à l'ensemble, et là c'était tous les collèges ensemble, quelles pourraient être les mesures d'amélioration. On a repéré différentes mesures d'amélioration, donc promouvoir plus la voie professionnelle pour certains, avoir des parcours patients modulables en fonction aussi des types de patients et de leur histoire qu'on peut évaluer au cours des consultations. Définir le contenu minimum d'informations à transmettre, essayer de l'homogénéiser plus et avoir plus de documents co-construits à mettre à disposition. Ça, c'est évidemment des choses qu'il va falloir évaluer en termes de faisabilité et d'acceptabilité à l'issue de cette recherche. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Perrine, c'est très riche et c'est très rare, je pense, d'avoir des informations sur les personnes qui n'ont pas pu transmettre, qui ont eu des difficultés à transmettre l'information aux apparentés. Donc, je crois que c'est très riche. Et puis, ça nous dit aussi que, en fait, l'organisation des tests génétiques, elle est assez hétérogène en France, dans la mesure où nos collègues de spécialité peuvent tout à fait prescrire, et de façon très juste, des tests à des personnes atteintes. Et ce sont les cas index qui vont ensuite avoir la charge de diffuser l'information. Et là, je dirais que la structuration de leur activité, elle n'a pas cette empreinte que nous avons, les généticiens médicaux. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ?
Bonjour Perrine et merci encore de présenter ces résultats. J'avais déjà entendu Marion les présenter et vraiment c'est absolument pour moi contre-intuitif les résultats que vous présentez. Donc on a besoin d'avoir ce type d'études. Et une question quand même qui continue à me travailler, qui est de savoir d'abord quels sont les outils d'information que vous avez pu recueillir parmi les différentes spécialités. Est-ce qu'il y a une différence, une hétérogénéité des outils qui sont utilisés actuellement? Tu disais à la fin que voilà, il y avait besoin probablement de proposer un outil un peu plus homogène avec l'ensemble des points qui devraient être abordés à l'occasion de l'information du sujet index. Donc voilà, quel est le degré d'hétérogénéité que vous avez pu observer parmi les outils? Et puis, voilà, vraiment, parce que c'est peut-être encore une fois très naïf, mais j'aurais eu tendance à penser qu'entre les différentes spécialités, il y avait des pratiques différentes ou hétérogènes. Et je ne sais pas si c'est exactement ça ou si c'est plus homogène qu'on pourrait l'imaginer. Alors, déjà au niveau nous, notre étude, c'est vraiment déclaratif, c'est un questionnaire. Donc, on leur demandait est-ce que on vous a remis des documents et est-ce que vous avez vous-même remis des documents aux personnes que vous avez informées. Donc, on explorait la consultation d'annonces. Et ça, c'était pas du tout. Enfin, moi, par exemple, en tant que généticienne, j'aurais pas demandé à explorer l'annonce, j'aurais demandé à explorer la consultation dans laquelle on dit qu'il faut informer la parentèle. Donc, il y avait des questions sur comment l'annonce leur a été faite, comment on leur a dit qu'il fallait informer leurs proches, et ensuite, eux-mêmes, comment ils ont informé. Et à chaque étape, est-ce qu'on leur a donné des documents concernant leur propre maladie, des documents à destination de leurs proches, des liens avec les associations de patients, et eux-mêmes, est-ce qu'ils ont transmis ce type de documents? Et en réalité, il y a très peu de documents écrits qui déclarent avoir reçu lors des consultations, ni un courrier les concernant, oui, mais ensuite, à destination de leurs proches, ils déclarent qu'une fois sur deux, moins d'une fois sur deux, qu'on leur a remis un document, alors que théoriquement, la loi, quand même, impose un document pour les aider. Donc, déjà, on voit qu'il y a une différence sur le nombre. Après, le type, on ne savait pas quel type. Et pareil, sur ce qui concerne le recours aux associations, est assez peu donné comme information. Donc, on voit que parmi les éléments que la loi décline qu'il faudrait pouvoir donner aux personnes afin qu'elles puissent au mieux informer leurs proches, eux déclarent ne pas les avoir reçus. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qui est fait réellement, mais ça, c'est ce qui nous est dit de ces gens qui ont répondu, qui ont eu à informer leur parentèle et qui ont répondu au questionnaire. Et ensuite, et ce qui apparaît aussi, c'est que aussi bien la consultation d'annonce dans une moindre mesure, mais quand même aussi le devoir d'informer la famille, ce sont des éléments qui leur ont été transmis par le médecin spécialiste plus souvent que par le généticien. Donc, c'est des gens qui ont vu plus souvent au moment de l'annonce et même pour ce qui concerne le devoir vis-à-vis de leurs proches, des spécialistes qui leur ont expliqué les choses. Et parfois des généticiens. Et quand on compare sur la manière dont ça se passe, c'est-à-dire entre les trois groupes, celui qui se passe plutôt bien et les deux autres qui se passent un peu moins bien différemment, on ne voit pas de différence en fonction du médecin qui a fait ces consultations, que ce soit un généticien ou un spécialiste. Par contre, on voit très clairement que ceux qui disent que la consultation d'annonce est très bien passée, a été empathique, que le médecin a pris du temps, c'est des personnes qui par ailleurs déclarent qu'elles ont plus facilement pu faire l'information à leur parentèle. Et en regard, celles qui n'ont pas réussi à le faire, plus souvent, elles disent par ailleurs que leur propre consultation d'annonce s'est moins bien passée. Voilà. Donc, c'est plus la qualité de la relation que la réalité, ce qui apparaît dans ce questionnaire-là, c'est plus la qualité de la relation qui importe que finalement la réelle spécialité du professionnel qui fait l'annonce ou qui demande à informer les proches. Merci beaucoup Perrine de nous rappeler combien l'humanité, l'humanisme finalement reste au cœur des choses et que tout ça ne va pas pouvoir être remplacé par un chatbot ou ce qu'on voudra.
Voilà. Alors, le temps court, on n'a déjà plus le quart d'heure que je pensais avoir de discussion générale. Et donc, maintenant, nous allons passer la parole à Alexandre Oyo, qui a de nombreuses casquettes, hein, qui est à la fois président de l'association Charcot-Marie-Tous France, et qui est également, alors je vais tout écorcher, membre du conseil d'administration de l'Alliance Maladies Rares, également membre du conseil scientifique de la Fondation Alliance Maladies Rares. C'est ça, la Fondation. Donc voilà, donc Alexandre Oyo va nous présenter ça, et également la place, c'est précisément ça, la place des associations de l'Alliance Maladies Rares dans la démarche génomique, et en particulier aussi dans la recherche. Voilà. Très ouvert. Merci. Ah ok, bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai la lourde tâche de représenter 3 millions de personnes aujourd'hui, 3 millions de personnes atteintes de maladies rares en France. Donc je fais partie de l'Alliance Maladies Rares. Avant d'en parler et avant de commencer ce tour de table de 3 millions de personnes, je vous rassure, je ferai court, juste me présenter en quelques mots. Donc je suis patient, atteint de la maladie de Charcot-Marie-Tous, qui est une maladie qui touche le système nerveux périphérique. Donc pas la maladie de Charcot, qui est tristement connue, mais la maladie de Charcot-Marie-Tous, donc moins sévère, je n'en mourrai pas, mais je perds quand même l'usage de mes bras et de mes jambes progressivement, donc c'est pas non plus très rigolo. Et on est à peu près 30 000 personnes en France atteintes par cette maladie. Mes 2 enfants sont également atteints. Donc aujourd'hui, je représente les associations de patients et je suis atteint d'une maladie génétique, donc je dirais on est dans le thème, bonne pioche en termes de démocratie sanitaire et de médecine génomique. Donc je vais vous présenter l'Alliance pour aller assez vite. Vous pouvez passer les slides, ouais. Donc l'Alliance, c'est un collectif qui représente 240 associations aujourd'hui, qui regroupe 240 associations, et qui porte la voix de 3 millions de personnes, ce que je disais précédemment, 7000 maladies rares, et qui construit des plans, les fameux plans maladies rares, depuis le début. Et là, nous avons travaillé notamment au plan maladies rares numéro 4, plan malheureusement un petit peu repoussé compte tenu de l'actualité politique que vous connaissez. Mais on a travaillé et on était vraiment en termes de démocratie sanitaire, là aussi je crois que c'était un bel exemple, puisqu'on a été dans de nombreuses commissions. On a eu un colloque à l'Assemblée nationale, donc on est vraiment intégré, partie prenante. Donc, et on a un rôle également de faire monter en compétence les associations, puisque il existe des associations de très très peu de patients ou qui ne sont pas très structurées. L'idée de ce collectif aussi, c'est de faire des formations régulièrement. On a des universités d'automne qui permettent de faire des formations et monter le niveau de l'ensemble des associations et travailler ensemble. Donc tout démarre il y a plus de 20 ans avec les états généraux de la santé en 99. Alors, je vais passer assez vite, le règlement européen, ensuite le rapport de 2001 et la loi du 9 août 2004, puis le début du premier plan maladies rares. Donc c'est l'émanation d'un travail associatif donc de patients. Donc je crois que là aussi, en termes de démocratie sanitaire, il ne faut pas oublier effectivement que le paysage, l'écosystème et les filières de santé maladies rares en France, dont on peut être assez fier, et on en est d'autant plus fier quand on va un peu à l'étranger et qu'on constate l'excellence et la qualité des filières qu'on a aujourd'hui santé maladies rares. Tout ça, ça part quand même du mouvement associatif et des patients, il ne faut pas l'oublier. La réussite, je ne vais pas lire, c'est ce que j'ai dit précédemment. On a vraiment travaillé ensemble, les associations de patients. L'AFM, il ne faut pas oublier, l'AFM a beaucoup poussé aussi au démarrage et a grandement contribué au paysage maladies rares français. Et puis c'est une co-construction avec les instances aussi politiques et les autres
Je vais simplement vous dire que l'Alliance maladie rare siège dans de nombreuses instances, et en citer quelques-unes. Hein. Donc au ministère de la Santé, on est au comité stratégique dans le domaine des maladies rares, hein, comité stratégique opérationnel, au comité de pilotage des filières de santé, maladies rares, au niveau de la labellisation des centres aussi. Donc on est à tous les niveaux représentés, et je crois là encore une fois, quand on parle de démocratie sanitaire, c'est important de le rappeler. On est dans la BNDMR, représenté, le Conseil national dépistage néonatal, les entreprises du médicament, la Fondation Maladies Rares, et j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, Généton, Maladies Rares Infoservice, autrefois appelé Allogène, hein, fondé en 2001, voilà, pour ceux qui ont un petit peu de mémoire. Eurordis et Rare Disease International, donc tout ça, c'est rien que dans le paysage maladies rares. Voilà. Ensuite, au niveau santé publique, on est à la NSM, l'Agence de biomédecine, l'INSERM, dans différents comités, hein, évidemment, que je ne liste pas là, France Asso Santé, et dans le handicap, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, CNCPH, et le collectif handicap. Et ensuite, nous avons des groupes de travail, notamment des commissions aussi de travail. On a une commission recherche qu'on a créée récemment au niveau de l'Alliance Maladies Rares, dont je fais partie, parce que j'ai une certaine appétence pour la recherche. Je précise que dans ma pathologie, aujourd'hui, malheureusement, il n'existe pas de traitement. Et ça, je ne l'accepte pas en tant que père de 2 enfants. Je suis de novo, je précise. On a mis 20 ans, donc on a parlé d'errance de diagnostic. Voilà, mon petit cas, c'est 20 ans d'errance de diagnostic génétique. Entre-temps, j'ai eu des enfants à qui j'ai transmis cette anomalie. Donc ces sujets d'éthique, ces sujets de savoir et de pouvoir éviter certaines choses, effectivement, je trouve que c'est des sujets intéressants où il faut associer les patients, associer les malades. Et il y a une enquête d'ailleurs récente qui montre que les patients et proches de malades sont largement favorables au dépistage. Je propose d'avancer à diapo. Donc, nos combats au niveau de l'Alliance, donc c'est réduire l'impasse de diagnostic. Je viens d'en parler, l'errance, l'impasse de diagnostic. Il y a peu de recherche aujourd'hui, trop peu de recherche. On manque de médicaments, on manque d'expertise. Et on doit travailler pour lutter contre la rupture de parcours et contre l'isolement. C'est là d'ailleurs souvent la première des missions des associations de patients en général. Hein. C'est d'abord rompre avec l'isolement, rassembler les gens et ensuite mener des actions. Ok, on peut passer à la suivante. On a donc une plateforme maladies rares qui est à Paris, rue Didot, qui héberge donc l'Alliance Maladies Rares, la Fondation Maladies Rares, j'en parlerai tout à l'heure, Maladies Rares Infoservice, l'AFM Téléthon, Orphanet et Eurordis. Voilà, donc c'est la fameuse plateforme Maladies Rares. On peut passer à la diapo. Donc la Fondation Maladies Rares. Donc, comme je disais tout à l'heure, on siège dans différentes instances et je voulais juste m'arrêter sur cette fondation. Et vous aurez un poster qui est présenté par Chloé Morel et qui est ici dans la salle, qui peut lever la main, vous irez la voir. Si vous n'avez pas encore vu son poster tout à l'heure, les gens se retournent, voilà, comme ça les gens te repèrent. Donc les actions de la Fondation Maladies Rares, c'est de financer des projets de recherche scientifique, chercher un petit peu des trous dans la raquette parce que le budget de la Fondation Maladies Rares reste limité. Donc il y a un conseil scientifique qui évalue sur quel sujet il faut aller soutenir. Soutient les associations de patients, accompagne les chercheurs et cliniciens, cliniciennes, communiquer et former sur les maladies rares. Et comme je disais, donc, on est représenté au sein du conseil d'administration et au sein du conseil scientifique donc, où je suis. Donc c'est en quelques chiffres, hein, c'est 625 projets de recherche qui ont été soutenus depuis le début, 16,3 millions attribués à la recherche, 180 associations accompagnées, 90 pistes thérapeutiques détectées
Et en termes de SHS, c'est à peu près 10%. 61 projets SHS ont été financés également, donc à peu près 10%. Voilà. Donc j'en ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, ce que je peux simplement vous dire, la parole du patient, de manière générale, en un mot, en une phrase, pas sur nous, sans nous. En termes de démocratie sanitaire, je crois que voilà, ce message est assez clair. Merci beaucoup pour cette... voilà, finalement, il faut nous rappeler la démocratie sanitaire ou en santé, en action. Vous savez, alors, quelques réactions, commentaires ou questions? Merci Xavier Broutin pour Alliance Maladies Rares également. C'était simplement une remarque, hein, c'est pas une question. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de personnel politique dans la salle, mais juste une remarque sur la démocratie sanitaire qui repose pour beaucoup sur le bénévolat. Moi, je m'intéresse beaucoup à cette question. Et c'est vrai qu'elle est très fragile à ce niveau-là parce que, comme l'a dit Alexandre, on participe à des dizaines de comités, d'instances nationales, et je ne parle pas que d'Alliance Maladies Rares, et souvent ça repose sur un petit nombre finalement de bénévoles. Et c'est vrai que tout ça, c'est très fragile parce que nous, ce n'est pas notre métier, on n'est pas des spécialistes. Et je voulais juste remercier par ta voix, Alexandre, tous les bénévoles qui s'engagent voilà, sur tout un tas de maladies, et ça regroupe aussi la cancérologie, et qui participent finalement à faire avancer la recherche et l'aide aux patients. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que moi, je pense que pour faire en particulier en recherche des projets co-construits, il faut qu'on travaille sur un statut, il faut qu'on travaille sur une rémunération. Et donc, je vous invite à regarder notre poster de l'Institut Imagine, où on a un projet qui est déjà en cours avec une partenaire, une coordinatrice de partenariat en recherche fondamentale, qui est une présidente d'association qui a un projet avec une fiche de poste et une rémunération pour pouvoir justement faire le lien entre les médecins, les chercheurs fondamentaux de l'Institut Imagine et les patients et les associations de patients pour montrer que dans beaucoup de projets de recherche pour les maladies génétiques rares, c'est du gagnant-gagnant. Et ça marche très bien. Au début, ça a été difficile de faire admettre ce partenariat en recherche fondamentale à des chercheurs un peu loin des patients. Et maintenant, ça monte en force. Il y a une task force extraordinaire. Les chercheurs voient vraiment un intérêt à ça. Et ça marche très, très bien. Mais pour ça, on a voulu que ce projet il soit structuré avec un projet, une fiche de poste et un salaire. Merci, c'est extrêmement important, Sandrine, cette initiative. Oui, juste pour compléter, Sandrine de Montgolfier, donc effectivement, j'observe, moi, ces sujets-là dans la chaire Démocratie en santé et engagement des personnes concernées par le cancer, dans le champ du cancer. Et effectivement, il y a une variabilité de typologie d'engagement qu'il est important de souligner, avec aussi des désirs des personnes qui s'y engagent, avec soit du salariat, soit au moins de l'indemnisation. Vous savez que maintenant, la Haute Autorité de Santé, qui systématiquement implique des partenaires associatifs ou personnes concernées dans tous ses avis, les indemnise au même titre que les experts qui sont effectivement professionnels. Et je pense qu'effectivement, on avance dans le bon sens, en tout cas pour que ce ne soit pas éthiquement un problème pour la personne qui s'engage. Si elle choisit le bénévolat, c'est tout à fait légitime, éthiquement parlant, et je trouve que voilà, c'est beau. Mais en tout cas, celui qui demande son engagement, en tout cas qui lui demande de participer, se doit de lui proposer en tout cas quelque chose pour sa participation, en fonction du degré de participation, bien sûr. Je souscris complètement à ce qui vient d'être dit. Le bénévolat, le problème, c'est que ça rend les choses très fragiles. Et aujourd'hui, en plus, ce bénévolat, l'engagement en bénévolat change. On est sur des périodes beaucoup plus courtes et on est sur des combats longs. Et ça fragilise encore plus ces choses. Donc le modèle doit être repensé pour pérenniser un peu les choses et apporter une certaine reconnaissance aussi au statut du patient partenaire. Il y a beaucoup de définitions autour de
de ce rôle-là, mais oui, je suis d'accord. Il y a une notion de reconnaissance, alors financière, statut. Il faut travailler là-dessus, effectivement, pour sécuriser. Oui, courtement. En fait, je rebondis sur ce que vous venez de dire, parce que ma question était au sujet de la dynamique. Les gens s'engagent et puis après, ils ont autre chose à faire ou ils peuvent plus. Et donc, est-ce qu'on a une idée de la dynamique, soit du bénévolat, soit de l'engagement, quelle que soit la façon dont il est reconnu dans les associations? Alors, on a une baisse de l'engagement associatif, ça c'est assez généralisé, ça c'est sûr. Et au niveau de l'engagement des jeunes, ou enfin en tout cas de ceux qui rentrent aujourd'hui, on est sur des engagements beaucoup plus courts. On n'a pas des gens qui vont se dédier des années. Donc il faut repenser même, nous, la manière d'exploiter ces ressources qui sont plus ponctuelles. C'est un nouveau modèle qu'il faut qu'on repense. C'est un sujet de société, hein, ça touche pas que le bénévolat en fait. La mobilité en fait dans les différentes missions, quoi. Vu que professionnellement aussi on est plus mobile, donc les périodes où on peut consacrer du temps au bénévolat sont plus fugaces, donc il faut qu'on s'adapte également à ça. Merci beaucoup. Donc nous avons maintenant dernière intervention, on a pris même beaucoup de retard. Les 15 minutes de discussion générale sont finies, enfin elles ne sont pas finies parce qu'elles ont eu déjà... Je dirais que la discussion générale a eu lieu. Et donc, dernière intervention, là, on était parti des patients, de leurs apparentés, et là, c'est vers, en fait, la société, puisque c'est le projet estonien dont va nous parler Liis Leitsalu, qui est de l'université de Tartu. Hein, on prononce Tartu? Yeah, Tartu. And so Liis is a genetic counselor and involved in the public and patient engagement, which is a translation of democracy en santé. So thank you, Liis, to speak about the other side of this Estonian project that you exposed yesterday. Thank you. Thank you very much. Is that the link? Yeah. Okay, so I'm really excited to present. Sorry, it's the first slide is wrong, but it's the right presentation. To present the Estonian Genome Project, Genome Center's new project that was just kicked off or launched this spring, and officially has been open to all biobank participants since June. And here is another timeline. This time it's about the biobank more specifically. And I would like to highlight that the Human Genes Research Act included also the points that are in the broad consent form that all the biobank participants have signed when joining. And it mentions two important points in this project's context, that we are allowed to recontact participants, and the participants have a right to know about the data or results that we have in the biobank, which basically has been translated as they have the right to know about results or return of results. And over the years, we've had two recruitments, and now we have over 200,000 biobank participants, which makes 20% of the adult population. And all of them have genotype data available, but only a small portion of them currently have sequencing data available. And over the years, starting in 2012, we have had many return of results projects. These are the projects that I'm involved with. And although it seems that there's been many projects and we're trying to do our best, most of them have included monogenic findings or CNVs, syndrome related. And basically the number of participants has been small.
except for one exception, the Broad Feedback project in 2017, where we had 3,000 participants. And there we started offering something like also polygenic risk scores. And the aim was to offer something for everyone who signs up. Overall, we can say that about 5,000 participants have some sort of results returned. But the goal was to prepare something, some way how to offer results to on large scale. We're talking about more than just thousands, few thousands. And this is how we got to My Genome Portal project. In all these return of results projects, we have always gathered feedback from the participants. So over these projects, we've basically collected a lot of feedback from individuals who have received results. In some of the projects, we've also collected before offering results, afterwards, and 6 months later. I'm here highlighting some of the sort of takeaways from this feedback. That in general, we can see that individuals are feeling good after receiving results. And only a small proportion of participants report uncomfortable feelings. But even if we look at individuals who received monogenic risk findings, they report feeling worry, but at the same time they're grateful for receiving results. And they value the actionability of findings received. And we've also detected many individuals who were unaware of this high risk, or most of them have been unaware. But all of these projects have been through face-to-face communication of results. So this has been viewed positively by the participants, but at the same time, the main critique we receive is, I waited so long, I would like to receive more results, and we have the only 5,000 participants who received something. So we had to sort of think how to go past this bottleneck of face-to-face. We started preparing this My Genome Portal, and it's been in preparation for around 3 years now. And it's not only about returning results, it's also about educating the public about what the biobank is doing, about personalized medicine, about genetics in general. And it's also a platform for consenting to new research projects and also to fill questionnaires of different research projects. And the plan is to make the educational part of the portal public later on, but currently it's only open for the biobank participants. And so far, we started doing the ethics review. It was decided that the portal doesn't need an ethics review because it's not a research project. It's a tool of the biobank. And research projects are using the tool. So the research projects that are added to the platform need ethics reviews. And we have done in-house medical device approvals for some of the modules in the reports that I will show later on. And we started with qualitative user tests with a couple of around 20 biobank participants, collecting feedback from them. The reports have been prepared while collaborating with clinical partners. We did some internal tests with biobank employees. We did informative webinars for different stakeholders, the policymakers, the clinical partners, so that they are aware of what we're about to show
to a large part of the public. We established a help desk for emails and calls that might come in from the biobank participants who receive results without face-to-face counseling. And we started with the first 1,000 participants who were sent invites, and we tried to get a variation of different demographics to represent the users. Around 1/3 reacted to the invite. And the same was with the 10,000 invites sent a little later, after we had taken in the feedback from the first 1,000 participants. And with the 10,000 as well, it was about 1/3 who responded to the invite that they received in email. When they enter the portal, they are asked what type of results they want to take a look at, but the consent can be modified at any time. But the consent is something that we have to approve by the ethics committee. So the sort of the categories of results maybe have to be changed when more categories are added in the future. So for instance, one of the categories is other interesting information, which is very sort of general. But basically it's a dynamic consent. They can see the different versions of consents that they have given over time. And besides being able to select different categories of results they want to see, they can also choose if they want new health information to be saved in the biobank, or if it's just to make the reports more specific or updated. And they can choose if they want us to give them or to be able to contact them when some updates are in the portal. And when they, before they can open the report, we ask them some of new measurement data to be updated, because some of the participants maybe were recruited over 20 years ago. So they update their measures that are included in these risk scores. But they can also see the measures that we have on them currently, and the source of the data. So some of the, for instance, the blood pressure and cholesterol measures are not something that they can measure at home, so we're showing them from what date and which hospital did we get the data from, because we're able to retrieve data from different databases. So we're trying to be transparent with them about where do we get our data from. And currently we have 5 reports, risk scores for type 2 diabetes and coronary artery disease, where we're trying to basically motivate health behavior changes, because we're trying to, the goal is that the portal in itself is enough. We're not trying to send them to the clinicians. So we're trying to motivate, and we have to use recommendations that are publicly, because the biobank cannot make health recommendations. So there are some limitations too. And because the biobank has been heavily involved with the pharmacogenetics work for the personalized medicine initiative, then it's very openly known that we have pharmacogenetics information on all the participants, so that's one of the reports, and it's not limited to antidepressants that the personalized medicine initiative is limited to. And then some more just for fun information about caffeine metabolism and different levels of exploration of genetic ancestry. So on European, different national regions in Europe, but also the regions in Estonia, and then the
a little percentage of Neanderthal genes as well. And these, just for fun information, has been actually something that has been very popular to be shared publicly and have even become memes. And the first research project that is added to the platform currently is evaluating and collecting feedback from each of these reports and the user experience, basically. Now let's see. It was, let's see if that works. So basically, it's one of the examples of the report risk score for the heart disease, and we're trying to show the risk in many different forms. First, a quick summary about the overall risk versus genetic risk. Then we're trying to show the genetic risk on a scale compared to other biobank participants. And then we're trying to mention all the different or main other risk factors that they can modify. We're representing the risk for 10 years and a lifetime risk. And in this graph, it's actually interactive, so you can modify your weight and if you're smoking or not, your blood pressure, your cholesterol, and see how the 10-year risk and the lifetime risk changes. And here below, it's the collecting feedback, which is below every report because the feedback for each report could be very different. But it's trying to be very short, just 7 or 8 multiple choice questions, and then there are some open-ended questions as well. And based on the first feedback, and here on the main page, we can see here are the personalized results, and here are the educational different pages, and here are the research projects and unanswered, highlighting the unanswered survey questions, because we're trying to give a soft push to answer surveys, because 1/3 only of the participants answered surveys. From this 10,000 participants who were invited to participate, or basically both of those testing phases, we had about 1/3 responded to the invites, and 1/3 of those responded to the surveys. And we could see that we didn't really see any regret of using the portal. And the feelings reported were very similar to what we've seen in previous projects where we have had face-to-face communication of genetic information. But we continue collecting this. And from the previous open-ended comments that we've received from the feedback, we started developing frequently asked questions that we have added to the end of the reports. So basically, we're really trying to quickly take in the feedback and respond and modify the reports. And once we opened the portal for everyone without invites, so it was just basically mentioned in the nightly news on the 11th, and that's when the big peak, and once it was 6,000 participants that tried to get in at one time, it crashed. So then we told them, please wait for another day, and then next morning it continued. And it's now the last week I heard that it's about 1,000 participants that are coming each day, but probably this week it's maybe calming down because nothing new is added, and so maybe in the coming a few months we're trying to
mention it in publicly, but in different areas where maybe we have a population that hasn't yet heard about it so much. So, for instance, maybe either Russian-speaking population or more elderly, but we have to do and analyze that who has been entering. And so we're hoping to continue the work. I know there are some research projects that are waiting to be added to the platform, but the big question is how to make it sustainable, because it takes a lot of money to have all the developers working on this. But the hope is that maybe some partners are interested in having their reports added to the portal to test it. Or, but sustainability is a big question. But from my point of view, I'm really interested in analyzing the feedback and who are the users. So I'm really excited about this project. But thank you. Thank you very much for this very nice and important presentation. But for democracy sanitaire or public and patient engagement, yes, we are eagerly waiting for the answers of the people who ask for their results. So some comments or questions? Thank you very much for that kind of information. It's very important for future other biobanks management. Do you have some example of patients with dismissed risk for diabetes type 2 or low cardiovascular risk who develop an at-risk compartment due to the results that have been provided, so becoming more bad comportment using food and so on afterwards, or do you experience that kind of things? Let me see if I understand. So basically, if we've experienced cases where we report low risk and they've actually developed the disease? Not really. They develop other compartments, becoming smoking or having junk food afterwards and so on, and so becoming in at-risk group afterwards. We really don't have data on that, but we're really trying to actually demonstrate how genetic component is just one component out of many when we talk about the risk scores. So we're really trying to highlight the other components. And from the previous project where we provided face-to-face the results, I've had examples of individuals who had heart attack, and we actually reported the risk that included heart attack in the risk score, not just heart disease. And he didn't have any components, and he didn't have the genetic risk either, but the components we include in the risk score are the ones that we can see from our data to be significant, but they're still not all the risk factors. So there's still this unknown components. But yeah, that's just one anecdote of a person who was looking for the answer because he's been really healthy in his whole life. He didn't have any reason, but he had a heart attack, for instance. And he was looking for the genes to have the answer, and we didn't have the genetic risk either. But in terms of if reporting low risk can promote bad health choices, we don't have data on that. But now that we report risk to so many people, we can start just following up and see if we can see changes like that. And hopefully not. Last question. Thank you for the presentation. Maybe I missed it, but I'm wondering if you give PRS scores for untreatable diseases such as neurological disorders of late onset. Yeah. Because it's just piloting, and it's
through a portal, so no counseling has been involved, no clinical no clinicians, then we're not reporting anything like that. I know there's been great interest based on the feedback we receive in, for instance, cancer predispositions, and we're not we do have these separate projects where we provide cancer risk, but it's only through face-to-face counseling where we can send them to oncologists later on. So that's just an example. But here, the main aim has been that to keep it light, or to provide risks where the genetic component is small, and you highlight the health behavior again. So the neurological and when it's non-actionable, that's on the spectrum. I think it's safe to say that it will never be here. Or not in my lifetime. I don't know. Because it's an extreme example of that we would not dare to offer through a portal to 200,000 individuals. Thank you, Liz. I propose to close the session because we have only now 45 minutes for lunch. But Anya. I take 1 minute of your lunch. Lunch will be besides, you know. And I just want to say that we actually offer a book to our invited speakers here. You missed your book. I just want to tell you just a little thing. It's a book about something about Concorde, now dead flight. And you know, you are in Toulouse. In Toulouse, we may do genomic medicine and different things, but we mainly do planes and construct and assemble. That's the big activity. And one of the dream plane, one I followed as a teenager, how it was constructed, was a Concorde. And I was dreaming about flying Concorde, which of course is completely out of the usual research means. And once in a situation where I should have never been there, filling in a questionnaire that I would have normally never filled in, and gave back a questionnaire. And 3 weeks later, I got a phone call. You have won a return Concorde flight for 2 people to New York. So this, of course, never happens usually, but it does happen sometimes. So my message to this is just have a memory of this, about this book about Concorde, and never be desperate. Things you never imagine can happen. And when you get a questionnaire, fill in the questionnaire. And with that, bon appétit.